On vous parle régulièrement de logiciels libres, vous le savez. On a enregistré pour vous toute une série de hors-série. Première mouture, ça a bien plu, alors on a continué. Nous revoici. Et nous revoici avec, de ce côté-ci, Sébastien pour parler logiciel libre qui avait initié, je le rappelle, la première mouture et bien avant cela, pas mal de chroniques sur informaticien.be consacrées au logiciel libre. Évidemment, d'autres que nous en parlent du logiciel libre, soyez rassurés. Xavier en parle également avec nous en studio. Salut Xavier. On passe en revue, mais sans aucune thématique particulière. La seule thématique, c'est logiciel libre. On passe en revue quelques applications comme ça qui sont passées par la tête ou par les mains ou par la souris de l'un ou l'autre de nos chroniqueurs, et on commence avec KeePass. Et c'est qui en parle? C'est Xavier, voilà. Voilà, KeePass, c'est un petit peu un outil qui va remplacer le petit carnet dans lequel vous notez tous vos mots de passe. Ah oui. C'est un outil que j'ai commencé à utiliser après avoir eu une multitude de contacts qui m'appelaient pour me dire que leur site Facebook avait été piraté, que leur compte Gmail avait été piraté, que suite à ça, tous les autres sites avaient été piratés parce que les gens utilisent souvent un même mot de passe sur tous les sites. Or, maintenant, je crois que ce n'est plus de la paranoïa que de dire que c'était à proscrire, et on n'a pas forcément la mémoire pour retenir tous les mots de passe pour tous les différents sites. Et donc cet outil va vous permettre de stocker dans une petite base de données tous vos mots de passe, mais il va faire beaucoup plus que ça, puisqu'il va également vous permettre de les encoder automatiquement, parce que si vous deviez avoir chaque fois un mot de passe différent, mais vous devrez chaque fois retoper ce qui est conseillé, ce mot de passe, ce qui n'est pas évident. Il va vous générer des mots de passe automatiquement, donc en gros, moi, personnellement, je connais quasiment plus aucun mot de passe, et le seul mot de passe que vous devez retenir, c'est en fait le mot de passe qui vous donne accès à cette application. C'est ça. Alors, c'est un petit peu contraignant, parce que quand on va sur un site, effectivement, on va devoir parfois taper chaque fois un différent mot de passe, mais le système peut automatiser cette procédure et taper grâce à des plugins qu'on peut mettre par exemple sur Chrome ou Firefox pour automatiser l'introduction de ces mots de passe. On va pouvoir stocker toutes ces données donc dans une base de données qui, si elle est synchronisée par exemple via un Google Drive, un Dropbox ou équivalent, on va pouvoir également l'utiliser sur son smartphone. Donc moi sur mon smartphone, j'ai une copie de KeePass qui est KeePass Droid si je ne me trompe pas, et qui va permettre également d'accéder à toute cette base de mots de passe et l'encoder très facilement dans les sites sur lesquels on navigue, puisque on va pouvoir faire en gros un copier-coller des noms d'utilisateurs et mots de passe qu'on a pour tous ces systèmes. Donc c'est vraiment un système qui va vous permettre de sécuriser un maximum la gestion de vos mots de passe. Ces mots de passe, ils sont stockés où, pour que ce soit très clair pour tout le monde? Donc c'est stocké dans un fichier, et ce fichier, vous devez évidemment le sauvegarder pour en avoir une copie dans un endroit sûr au cas où vous perdriez votre PC. Genre sur une clé USB. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans pas sur Dropbox ou Google Drive, mais j'en parlais, j'ai un cloud privé sur mon Synology. Il est sur ce dossier-là, et donc si je change un mot de passe dans le système, automatiquement c'est répliqué, et puisque je synchronise ça aussi sur mon téléphone, eh bien, j'ai toujours la dernière version de mes mots de passe sur mon PC, sur mon téléphone et en backup sur mon NAS. Ce qui t'impose d'être connecté en permanence. Non, puisqu'on peut avoir ce fichier en offline. Oui, c'est ça, voilà. On peut vraiment... Donc, la contrainte vraiment de ce programme, c'est qu'on doit avoir la discipline de stocker ses mots de passe dedans, et que ça prend un tout petit peu plus de temps quand on veut encoder son mot de passe que si on le connaissait par cœur. Parce que c'est une sécurité vraiment accrue. Dès le départ, moi, ça m'a fait penser à Dashlane, qui est un trousseau aussi, qui permet de stocker ses mots de passe, mais du coup, ce qui existe également sous forme de plugin Chrome, par exemple, et qui, quelle que soit la machine sur laquelle on se connecte, dès le moment où on appelle son profil Google, on récupère en même temps le plugin, et si on récupère le plugin, évidemment, il faut retaper son mot de passe, etc. Mais à partir de ce moment-là, on retrouve toutes ces clés de la même manière. On a le même principe. C'est le même principe, mais il faut un peu chipoter. Exactement. Mais c'est très facile à mettre en place. D'accord. Au niveau sécurité, là, en l'occurrence, tu es le garant de ta propre sécurité, puisque c'est toi qui sais où tu stockes ton fichier. Il est crypté, ce fichier. Oui, ce fichier est crypté. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal comme alternative, je le disais, à un Dashlane par exemple, Seb, non? C'est mieux que le bout de papier aussi.
c'est mieux que le bloc-notes et le bout de papier, ou d'utiliser le même mot de passe partout, parce que ça, c'est vraiment pas sécure pour le coup. C'est le genre c'est libre. Et c'est libre. Ouais. Et c'est le genre de truc qu'on pourrait conseiller, par exemple, à l'attaché de presse du Premier ministre, Fred, si tu le regardes, qui s'est fait pirater ses comptes il n'y a pas tellement longtemps. Donc voilà. Voilà, ça c'est un bon plan. Et c'est souvent des bons plans qu'on vous propose quand on parle de logiciels libres. On va parler de Double Commander également, Seb. Alors là, je vais pas dire que visuellement c'est un bon plan. Hein, c'est un plan... C'est un plan-plan, quoi. C'est un plan-plan rugueux. Hein, c'est un plan-plan... déjà, le site web de Double Commander, il est... je sais pas si c'est un mec qui a des problèmes de vue ou... mais bref, voilà, c'est fonctionnel. Alors, Double Commander, c'est un... Je viens de me servir, je me suis servi de ça. On peut pas passer. C'est mythique. Oui, c'est ça. L'écran bleu, c'est parfait. L'écran bleu, c'est mythique. C'est Norton Commander. C'était... voilà, toute notre jeunesse, pour ceux qui ont plus ou moins la même tranche d'âge que nous, on tournait qu'avec ça sous DOS, tellement c'était pratique. 100 fois plus efficace et pratique que la console, oui. Pour copier des fichiers, pour créer des répertoires, pour visualiser des fichiers, ce truc était génial. Et quand on est passé à des interfaces graphiques comme avec Windows 3.11 et 95, les mecs chez Microsoft, et tout le monde a suivi plus ou moins, hein, se sont dit on a besoin d'un explorateur qui n'a qu'une seule fenêtre. Ce qui a laissé une grande frustration à tous ces utilisateurs antiques de DOS, en disant mais moi j'ai besoin de 2 fenêtres pour savoir de où je copie, vers où je copie, et me promener entre mes 2 trucs. Et donc on a vu, après la mort de Norton Commander, toute une série de clones arriver, comme Double Commander, comme Midnight Commander sous Linux, et là il y a toute une série aussi de commerciaux comme Alt-Tab Salamander, comme Total Commander, comme etc. Celui-ci est libre, et fonctionnel sous Windows, et même si c'est plus de 20 ans après à la fin de Norton Commander, continue à développer, à ajouter des fonctionnalités semaine après semaine. Donc c'est vraiment un truc qui continue vraiment à vivre. Et il y a encore des choses à faire là-dessus. Il y a encore énormément de choses à faire, quoi. Mais c'est déroutant de simplicité en plus. Hein. Enfin, de mémoire en tout cas, ça a toujours été le maître mot. Et je pense que c'est ça qui demande le plus de travail finalement, c'est d'arriver à faire quelque chose de totalement intuitif, de totalement simple, où commettre des erreurs, c'est vraiment, écraser un fichier, des choses du genre, c'est toujours possible évidemment, mais ça me paraît quand même très compliqué. Il faut vraiment avoir 2 mains gauches ou pas avoir toutes ses billes dans le même panier, quoi. Enfin, je dis ça, mais oui. je pense pas me tromper en disant que c'est vraiment une application facile, quoi. Enfin, simple. Oui, non, n'importe qui tu fais, il n'y a pas besoin de la moindre formation quelconque. Voilà, c'est ça. Utiliser ce genre de truc. Et ça te permet, avec des raccourcis clavier, de voir un fichier, de l'éditer. C'est des F3 pour le voir, F4 pour l'éditer. Et ils gardent tous ce raccourci qui a été créé à l'époque par Norton Commander, ce bon vieux NC. Et tu peux aller te promener dans des archives. Tu peux, si tu as un fichier ISO, tu peux rentrer dedans pour aller voir ce qu'il y a dedans. Ce qui est vraiment très compliqué en général avec un explorateur de base. Tu peux aller faire des recherches. Tu peux faire des sélections de fichiers, tu vas t'appuyer sur étoile, il a sélectionné tous tes fichiers en un coup. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Il y a plein de raccourcis clavier. Il faut aimer un peu le clavier, je veux dire, pour être vraiment très très efficace. Mais ça va bien avec un clavier mécanique. Voilà. ça fait partie du décorum, entre guillemets. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est que je retrouve comme ça des trucs, des souvenirs, et je ne pensais pas pouvoir revoir un jour cette interface toute bleue. Et donc voilà, on a gagné ça en plus. Point de vue design, pour ceux qui n'avaient pas l'image, ça ressemble très fort à FileZilla, dont on parlera aussi. Oui, mais c'est ça. C'est donc une interface, ici, le fond tout bleu, les caractères bleu clair. Avec non, ça c'était Norton Commander. Oui, c'est bien. Et donc voilà. Quoi qu'il, on passe à la suite. Mumble. Qu'est-ce que c'est cool, Mumble? Mumble, c'est pas un truc que j'utilise, mais c'est un truc qui a un succès assez important, voire extrêmement important, parce que c'est un logiciel de marmonnement. Non, ça c'est son nom, Mumble. Quoi, c'est un Canadien qui a inventé ça? Il n'y a pas que les Canadiens qui marbonnent. Non, je ne sais pas en fait. Non, mais c'est un logiciel de Voice over IP. Donc voilà, téléphone, machin, IT maison avec ton petit casque. Sauf qu'il est utilisé essentiellement pour ceux qui jouent. Pourquoi ? Parce qu'il a l'avantage d'avoir une très faible latence. Et quand tu as un mec qui crie dans ton casque derrière toi,
c'est mieux que ce soit tout de suite plutôt que 3 minutes après. Effectivement, oui. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le truc de ce jeu, de ce logiciel, c'est la Voice over IP avec une très faible latence compatible sur un certain nombre de plateformes, ici Windows, OS X, Linux, iOS, etc. Si je peux me permettre, quelqu'un avait fait un commentaire également sur nos podcasts il n'y a pas tellement longtemps, un podcasteur lui-même qui fait des podcasts audio aussi avec, comme nous, des chroniqueurs distants, etc., qui utilise Mumble pour enregistrer ces podcasts, justement parce qu'il y a cette faible latence, cette facilité d'utilisation, cette gratuité également, et que voilà, c'était plus satisfaisant en ce qui concernait en tout cas le son, purement et simplement que Skype, par exemple. Moi, si Mumble rajoute demain, avec cette qualité-là, de l'image en qualité intéressante, on fera le virage sans aucun problème, Xavier. Ouais, petite précision, je crois que c'est vraiment leur but n'est vraiment pas de remplacer un Skype. Non, je pense pas. C'est vraiment un équivalent de TeamSpeak pour ceux qui connaissent, et c'est vraiment pour le chat en équipe. Ça gère très bien le fait que quelqu'un puisse par exemple être le chef d'équipe et ne parler et les autres seulement l'écouter. On va pouvoir gérer vraiment les... Oui, quand je disais l'usage qu'on en fait après, ça c'est chacun voit un peu. Sûr. Mais c'est pas sa vocation. C'est pas sa vocation première, ça on est bien d'accord. Oui, et il faut savoir aussi que Mumble est aussi très utilisé dans un jeu qui est extrêmement connu pour les jeunes, Minecraft. Tu vois, pour que ça. Et donc là, la communauté est très fortement liée à Mumble. Et il a des plugins, par exemple, des fonctionnalités pour te permettre d'entendre plus ou moins fort le mec qui est éloigné. Donc tu vois, t'imagines si t'es en train de jouer dans un je sais pas, la CS, voilà. Et donc il y a un mec qui est à 10 mètres et un mec qui est à 3 mètres qui hurle, mais tu vas l'entendre plus ou moins fort par rapport où il est. Donc tu vois, t'as vraiment... À gauche, à droite, la stéréo joue aussi ou pas ? Oui, tout à fait, oui. Donc on pourrait entendre la personne qui est à droite et la personne qui est à gauche, etc. Et l'entendre loin, l'un derrière toi. Donc c'est vraiment... C'est immersif, quoi, en même temps. Hein. Donc, ouais, c'est bien. Chouette, Mumble, donc ça s'appelle, si vous ne connaissez pas. Et c'est du logiciel libre, comme tout ce dont on vous parle dans ces séquences, vous le savez. Allez, on parle encore jeu, avec un autre émulateur. On a déjà parlé d'émulateurs dans les épisodes précédents. Parlant de logiciel libre, RPCS3, c'est quoi ? Alors, c'est un truc qui est quand même encore en version extrêmement alpha, on va dire. Hein. C'est du early stage. Et c'est la version 0.0.0.6. Hein. Tu vois, les mecs, ils y croient encore. Quoi. Mais c'est un émulateur sur une console qui est extrêmement récente. C'est la PlayStation 3. Oui. Pour le faire tourner sur Windows, OS X ou Linux. Et alors... généralement, la plupart des émulateurs, pendant les premiers mois, ça te permet juste de dire ouais, j'ai réussi à voir le logo de la console ou j'ai réussi à faire un machin, et ils étaient encore très très loin. Ici, depuis décembre 2015, donc on parle d'il y a 2 mois à peine, l'émulateur commence à pouvoir faire jouer quelques jeux. Donc on est vraiment au tout début, au balbutiement du truc, mais voilà, il commence à pouvoir faire jouer des jeux PlayStation 3 sur un PC. D'accord. Sans PlayStation. Magnifique. Oui. C'est pas mal. On attend de voir l'aboutissement de la chose. Il faut de patience aussi, hein, des fois, avec le logiciel libre. Mais c'est intéressant de voir la genèse aussi du développement d'une telle application. Ouais. Voilà, et donc il y a déjà quelques jeux comme Afterburner, Climax, Dragon Ball Z, etc. et qui fonctionnent suivant les machines aussi, ils arrivent à monter jusqu'à 30 frames par seconde, ce qui est suffisant pour commencer à jouer. Évidemment, en tout cas pour notre œil, on peut exercer effectivement aussi. Si vous entendez des boum boum de temps en temps, n'ayez pas peur, ce n'est pas chez vous, c'est dans notre jeu vidéo à nous, c'est au-dessus. C'est quelqu'un qui fait chantier et qui joue du marteau régulièrement. C'est un concert qu'il nous propose lors de ces enregistrements. On passe à la suite et on termine peut-être ce hors-série consacré au logiciel libre avec Barcode Scanner, Xavier. Oui. Alors, Barcode Scanner, c'est un petit peu ce que ça dit, c'est-à-dire un lecteur de code barre, mais pas seulement, il lit également les QR codes. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de voir sur leur carte de visite, un petit peu comme moi, un petit QR code, cet outil va vous permettre simplement de le scanner avec votre téléphone. Donc, vous allez avoir un petit lecteur qui va utiliser votre appareil photo et sur lequel vous allez scanner, grâce à votre appareil photo, le petit QR code ou le code du scanner. Alors, ça va permettre de bonjour, mère.
Ouais, pardon? Oh, merci, Bonjour, Omer. On a le barcode d'Omer. Voilà, on a un exemple sur le site. Donc, ça va pouvoir lire des QR codes formatisés aussi en style carte de visite. Ça va pouvoir faire un lien avec les codes barres que vous retrouvez dans les magasins et faire un lien directement vers le site du fournisseur, par exemple. Donc, c'est un outil pratique si vous jonglez un petit peu avec les QR codes ou si vous voulez savoir ce que peut bien vouloir signifier le code barre que vous avez sur le paquet de chips que vous avez à la maison. Moi, c'est le barcode, on connaît tous son utilisation, il n'y a aucun souci là-dessus. Le QR code, je trouvais que c'était une idée géniale jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si facile que ça de le scanner. Même si on a l'application, il faut ouvrir l'application, prendre la photo quelque part, hein, c'est exactement le même geste que de prendre une photo, etc. Ouais. Je trouve ça toujours un peu lourd, et bien souvent, je loupe le truc que je veux scanner. Il y en a par exemple à l'arrière d'un gros camion, je me dis tiens, je voudrais voir ce qu'il dit son code, et le camion il est parti. Oui, donc c'est utilisé dans la pub effectivement à certains moments, et donc là il faut être réactif, mais ça a quand même un côté pratique. Donc par exemple ici, moi je l'utilise sur mes cartes de visite. Si un jour j'ai plus assez de cartes de visite ou que quelqu'un n'a pas envie de se trimballer avec ma carte de visite, dans son portefeuille, s'il scanne l'info, il peut me rajouter comme contact directement. Tout est bien classé, donc le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Donc c'est quand même un outil qui est assez pratique. Des lecteurs de barcode, il y en a pléthore sur... oui, mais celui-ci est vraiment un des meilleurs. Que ce soit en Android ou en iOS, etc. Mais ça existe aussi en logiciel libre, et c'est bien de le savoir aussi. Ça s'appelle Barcode Scanner. Je ne sais pas si Seb avait un truc à rajouter là-dessus. Ah oui, alors moi je veux juste dire qu'on faisait aussi de l'orthographe libre, de la conjugaison libre, parce que nous formatisons. Et puis, sinon c'était mon mot de la fin. Quel salaud. Non, mais bon, ça peut arriver, soyons clairs. Ça m'arrive à moi aussi, plus souvent qu'à mon tour d'ailleurs. Hein? Quoi? Tu sais, n'empêche que ce truc a été téléchargé plus de 80 millions de fois en 2013, donc je ne sais pas combien ils sont maintenant, mais pour un logiciel libre sur le Play Store, t'imagines, c'est pas mal. Hein, c'est immense. Et la plupart des autres dont tu parlais, tu dis il y en a pléthore sur le Play Store. Comme celui-ci est libre, il y en a énormément qui se basent sur celui-ci pour faire les leurs. Mais c'est celui-ci qui est le maître là, avec un grand L majuscule, la référence. La référence, donc n'allez pas en chercher d'autres, voilà, on peut le dire maintenant. Barcode Scanner. On a fait le tour, en tout cas, en ce qui concerne cet épisode de hors-série logiciel libre. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Ce hors-série consacré au logiciel libre. Si vous avez des commentaires ou des propositions à nous faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo, de ce son, sur lestechno.be ou sur informaticien.be. N'hésitez pas un seul instant, on s'en fera l'écho, soit dans un hors-série, soit dans un épisode traditionnel, soit en commentaire, on viendra rajouter notre petite couche. Xavier aime bien écrire, donc on le laisse faire. Merci, à très bientôt, au revoir.